Salut à tous, aujourd'hui sur Unique Essence, on va s'interroger sur le faux self chez le haut potentiel, l'atypique ou le surdoué. Alors le faux self, ça existe chez tout le monde et c'est cette personnalité qui est vous sans être vous, que vous vous trimballez parfois pendant des décennies sans même avoir conscience que vous êtes cette fausse personnalité. C'est souvent la source de beaucoup de problématiques, c'est assez fascinant quand même parce que quand ça touche à l'image de soi, à l'image du moi, ben moi personnellement, ce sont des sujets qui me fascinent et donc je vais avoir beaucoup de plaisir à parcourir cette notion avec vous. Ce qui est intéressant aussi dans le concept de faux self, c'est qu'en faisant quelques recherches pour préparer l'épisode, le self, c'est directement non traduit de l'anglais parce que ça veut dire soi et qu'en français, en psychologie, autour du soi, il y avait des problèmes quand même de traduction parce qu'il y a le moi chez les Français, puis le soi. Donc c'est assez compliqué de faire le trajet entre toutes ces notions. C'est pour ça qu'on a gardé self. Mais ce qui m'a semblé intéressant aussi, c'est de se dire que sur d'autres travaux, autour du soi, ça a été l'alter ego, le fameux alter ego. Alors en français, finalement, ça a dérivé vers trouver justement quelqu'un qui est à sa hauteur ou qui est un autre soi que soi-même, donc un ami qui soit un alter ego. Mais justement, le père de l'hypnose, qui était un Allemand qui s'appelle Franz Anton Mesmer, il a développé ce concept d'alter ego. C'était un médecin allemand en psychologie parce que quand il a fait ses premiers travaux qui ont mené à la découverte de l'hypnose, il a dit que finalement les sujets sur lesquels il avait réussi à induire cet état de modification de conscience qu'est l'hypnose avaient fait apparaître l'alter ego, qui était donc l'autre version du soi, la version cachée, celle qui recèle les mécanismes du subconscient. Sur la thématique, ça m'a paru intéressant parce que je vous livre en plus une petite anecdote, c'est que en anglais par exemple, hypnotiser, ça se dit hypnotize, mais les travaux de Mesmer et finalement tous les travaux autour de l'hypnose ont tellement marqué l'inconscient collectif anglais qu'on dit aussi mesmerize pour dire hypnotiser, et mesmerize c'est aussi fascinant. Et je trouvais ça intéressant finalement, dans une histoire de narcisse, ça tombe bien et ça paraît logique, que ce soit un terme qui finalement soit issu d'un nom propre et qui fascine parce que c'est le propre rapport qu'on a avec l'image de soi, l'ego et l'alter ego. Je trouve que la boucle est bouclée. J'espère que cet épisode vous plaira. On essaie de parcourir les tenants et les aboutissants de ce faux self qui est bien particulier chez l'atypique ou le surdoué. On se retrouve de l'autre côté après le générique. Je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on s'en va décortiquer le faux self chez le haut potentiel. Donc, comme on a vu dans la petite intro, tout le monde a un faux self. Hein, c'est pas réservé que aux potentiels ou aux atypiques, loin de là. Mais chez eux, il prend une saveur, une texture bien particulière, et c'est ça que je voulais essayer de voir avec vous pour faire une vision vraiment globale de ce que représente un des problèmes principaux que les atypiques et les surdoués ont de manière générale avec le monde, c'est quand ils sont trop perdus dans leur faux self qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils ont un faux self. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une pathologisation à outrance des problématiques autour du haut potentiel et de la typicité parce qu'il y a aussi ce problème de faux self, mais on va faire les tenants et les aboutissants de tout ça grâce à ma fabuleuse petite mind map que j'aime beaucoup, puisque c'est bien simple pour synthétiser les choses, donc on va aller voir ça ensemble. Donc la fameuse définition, c'est un concept de fameux Donald Winnicott qui l'a fait émerger. Et c'est anglais parce que c'est d'abord, en fait, le terme self, c'est vraiment le soi
Ça a été traduit en français par le soi, mais il y a un problème avec le soi parce que tout comme il y a un problème en fait entre conscience, en français ça se dit conscience, et en anglais il y a deux choses, c'est conscience et awareness. Donc il y a ces distinctions-là qui ne sont pas tout à fait apparentes en langue française et qui posent parfois des problèmes de traduction, en psychologie notamment, parce que quand Winnicott il parle du faux self et donc de cette image d'un soi, en français c'est un peu pauvre soi, alors que lui il y voit quand même vraiment les facettes de l'être profond. Et soi ne définit pas complètement en psychologie française les facettes de ce fameux moi profond, puisque nous on a tendance à dire moi profond plutôt que soi profond. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général, il y a parfois des petites incohérences autour de ça. Ce que Winnicott dit, et ça c'est valable pour tous les êtres humains, c'est que c'est une émergence qui a lieu en réponse à un environnement qui n'est pas adéquat. Parce que il le distingue beaucoup, par exemple, au début, à la naissance, le bébé est complètement fusionné avec la mère, et puis finalement, quand il y a le début de la diffusion, que le bébé a une impulsion primaire. C'est cette impulsion primaire qui peut être parfois, et qui est l'expression justement de ce true self pour Winnicott, donc le vrai self, qui est peut-être réprimé par la mère ou par en tout cas la perception que la mère a de ce comportement. Et donc, il y a un autre self qui va prendre la main quand le bébé comprend qu'il n'est pas une personne complètement fusionnée avec sa mère, pour être plus conforme à ce que l'environnement, et donc en l'occurrence là, la mère nourricière, attend de lui. Et donc c'est vraiment comme un mécanisme de sauvegarde et de protection qui se déclenche pour justement limiter les occurrences où la personne va souffrir. Donc à la base, ça c'est vrai pour tous les êtres humains, parce que c'est pour obtenir de l'approbation et de l'amour. Et donc c'est pour survivre, parce que si un bébé n'obtient pas approbation de la part de sa mère, il va finir par mourir. Il est vraiment hyper dépendant d'elle. Donc cette mécanique d'expression de soi un petit peu modifiée, elle a lieu pour se faire intégrer et puis pour conserver finalement la survie à long terme. Mais le problème, c'est que ça empêche l'expression spontanée et authentique de ce que le vrai soi aurait dû être ou aurait pu être. Parce qu'il y a une déformation, un lissage qui se met pour que ce soit socialement, ou en tout cas en altérité, mieux accepté par l'autre. Donc ça réprouve la spontanéité, puisque l'élan spontané aurait été d'être X, et là le faux self va émerger et va produire un X' qui ressemble un peu au X, mais qui est lissé selon des contours où il sait qu'il ne va pas se prendre une baigne. Donc le faux self commence à émerger, et il émerge vraiment en... C'est lié à l'instinct vraiment de survie et de préservation. Donc il y a une compréhension fine et intrinsèque de ce comportement-là risque de m'attirer des problèmes, donc je le modifie afin qu'il me fasse moins de problèmes, le deuxième. Mais chez le surdoué ou chez l'atypique ou le haut potentiel, finalement ça va être récurrent au cours de sa vie. Dès la petite enfance, quand il est confronté au père surtout, mais au père PAIRS, parce que finalement, au sein de sa famille, ça va peut-être être limité et ça dépend des familles. On va dire que les enfants qui naissent aujourd'hui ont peut-être plus de chances d'avoir des familles soutenantes à ce sujet, bien que, mais en tout cas, si vous n'avez pas eu la chance de naître récemment, et si vous regardez cette vidéo, c'est bel et bien pas le cas, ça dépend des familles. Mais on va dire que c'est quand même les pères et les premières interactions sociales qui, chez le haut potentiel, commencent à faire dissonner le truc. Donc il va y avoir finalement des red flags qui vont se mettre en route, parce que ce faux self, il émerge pour se faire mieux accepter, et à la base, c'est pour être conforme, c'est pour arriver à s'intégrer dans le groupe. Et donc, on va commencer, au fur et à mesure qu'on grandit, déjà à l'école primaire, c'est quoi tes centres d'intérêt ? Moi, je kiffe les dinosaures et l'astronomie, alors que tout le monde joue au Pokémon. Ça va pas le faire, donc on va changer pour se dire, ouais, non, le dinosaure, c'est pas accessible à tous, donc je vais peut-être me lancer sur les Pokémon, ça a l'air d'être ça qui marche. Et il va y avoir aussi cette pression du conformisme qui se fait plus grande au fur et à mesure que cet être atypique grandit. Il va commencer à éviter
de partager des idées uniques ou qui sortent du lot parce que il se rappelle très bien que la fois où, par exemple, il a parlé de don d'ubiquité, tout le monde l'a regardé avec les yeux d'une vache qui voit passer le train et que finalement, socialement, ça ne l'a pas rendu populaire. Donc, par exemple, ses réflexions profondes sur la fascination autour de l'ubiquité, il va éviter de partager parce que c'est réprouvé socialement. Mais le problème, c'est que on ne peut quand même pas, même si on est un grand prestidigitateur, mimer quelque chose qui n'est pas intrinsèquement nous. Et il va y avoir des difficultés relationnelles qui vont apparaître à la suite de ce faux self parce que le haut potentiel ou l'atypique grandit et commence à étoffer ce faux self, à le remplir au niveau des joues, à le maquiller, etc. pour que ce soit de plus en plus ressemblant et accepté ou acceptable par la société. Mais du coup, à force de porter ce costume en permanence, il va y avoir quand même des difficultés relationnelles parce que c'est comme si on mettait un filtre comme celui d'une cigarette, c'est pas directement en contact avec le tabac. Donc il y a toujours des choses qui ne filtrent pas justement puisque c'est un filtre. Et du coup, la profondeur du lien qu'on peut lier justement ou établir avec les autres, elle est freinée par le fait qu'on est obligé de faire passer ça par le filtre de ce faux self. Et du coup, ça commence à alimenter une boucle un peu vicieuse, mais qui est auto-vicieuse, parce que on l'a érigée sans s'en rendre compte de façon inconsciente pour se protéger, et en même temps, vu que ça devient un filtre, ça alimente un sentiment qui était déjà préexistant et qui a été celui-là même qui a donné naissance au faux self, c'est de se sentir incompris ou déconnecté, même quand il y a plein de monde autour de nous. Donc il commence à y avoir de plus en plus de caisses de résonance avec c'est quand même compliqué à maintenir. Ça va réalimenter un autre cercle vicieux qui est celui de la suradaptation. Parce que pour être raccord avec notre petite marionnette de faux self, on va adopter des comportements qui plaisent aux autres, la fameuse allégorie du Pokémon versus dinosaure, mais qui ne reflètent pas ce qui vous intéresse réellement ou ce que vous avez au fond des tripes. Donc vous pouvez mimer un intérêt pour les Pokémon au lieu des dinosaures, mais déjà ce ne sera pas super convaincant. Et puis en plus, ça va vous fatiguer émotionnellement et cognitivement de manière très très forte. Et vous allez vous suradapter aussi parce que quand justement on revient dans cette cour de récré là, vous êtes en train de rêvasser au fait que le Dilophosaure avait quand même des particularités qui étaient géniales. Et puis il y a le copain de classe qui vient vous interroger sur quel est le dernier Pokémon qu'il fallait attraper pour que je sais pas quoi, parce que j'ai pas joué au Pokémon, vous avez bien compris. Bah, en fait, les émotions qui vont vous traverser, il y en a une que vous allez choisir de montrer, ou alors vous allez être un peu déstabilisé, mais vous allez essayer de le camoufler, de rire d'un air un peu niais ou un air faux. En tout cas, ça va finir par vous donner l'air faux. Et de toute façon, l'émotion réelle, qui est celle de la honte, par contre, d'être découvert sur le fait que ça vous fait pas tant kiffer que ça, vous n'allez pas la montrer celle-là, mais par contre, l'autre, il aura bien la vibration que vous êtes en train de camoufler quelque chose. Et ça ne fait que auto-alimenter ce cercle où vraiment vous essayez de camoufler un éléphant dans la pièce alors que mais ça déborde de partout parce qu'il y a des signes qui sont pas si perceptibles que ça, mais qui mis bout à bout, les autres, ils voient bien que ça dissonne et que donc vous paraissez encore plus bizarre que ce que vous l'êtes en réalité. Et quand on grandit et qu'on a passé la phase Pokémon dinosaure, ça arrive beaucoup dans le cercle professionnel, mais même dans le cercle personnel, quand il s'agit de choisir des conjoints ou des amis, c'est que ça dépend de avec quoi vous allez les choisir. Est-ce que vous allez les choisir avec votre faux self ou est-ce que vous allez les choisir avec l'expression exacte ou la plus proche possible de ce que vous avez réellement à l'intérieur. Donc évidemment, ça va alimenter un stress parce que vous allez vous sentir stressé si vous décevez les autres parce que vous leur aviez montré une sorte de facette qui était votre personnalité que vous pensez bien établie et parfois c'est mal ajusté à certains endroits, on voit un peu le rideau qui est froissé, on voit bien qu'il y a quelque chose en dessous et ça va vous mettre en stress de maintenir perpétuellement cette image-là. Et même si vous n'avez pas tout à fait conscience de ça, ce que ça va faire, c'est que
Ça va vous faire éprouver des crises d'angoisse qui semblent sans raison apparente, parce que en fait, vous êtes sans cesse sous pression à essayer de maintenir une image qui n'est pas l'expression réelle de ce que vous êtes vraiment. Et sauf que cette image-là, vu qu'elle est quand même pas maintenable 24 heures sur 24 et qu'elle auto-alimente des boucles de cercles vicieux, ça va vous mettre en pression. Donc vous allez vous mettre à paniquer, alors que finalement, sur le papier, tout a l'air de bien aller. Et forcément, ça a des causes, tout ça. Et ça en a beaucoup. On va les voir. Donc la pression sociale, oui, on est d'accord qu'il y a... oui, c'est les causes de création du faux self. C'est que on se disait que ça a commencé quand Winnicott dit que le bébé se sépare, etc., etc. Chez le haut potentiel, les causes de création de ce faux self, elles sont renforcées par le fait que quand vous êtes petit et que vous naissez dans une famille et que vous commencez à aller à l'école, on voit que vous avez des résultats assez brillants d'un certain côté, ou alors que vous êtes socialement pas tout à fait intégré, il va y avoir des attentes qui vont se produire de la part de vos parents, de la part de vos professeurs, de la part de tout un chacun, qui vont aiguiller le truc de dire « si tu as ça, tu devrais faire ça ». Et ces attentes-là, par rapport à vous qui les recevez comme ça, ben en fait, vous n'êtes pas encore assez construit pour faire face à la pression que ça représente. Donc cette pression-là, elle va cristalliser pour que vous formiez justement cette personnalité qui vous protège de ça. Mais on est aussi dans une société qui valorise la performance et la conformité. Et ça vous fait plaisir, par exemple, d'être hyper créatif ou hyper artiste, ou ça vous fait plaisir d'avoir des super notes, même si vous savez que vous n'avez pas fait grand-chose pour en obtenir comme ça, il y a quand même quelque chose d'égotique qui est valorisé. Et en plus, on vous met dans une société où on va faire flamber ces qualités-là pour vous dire « Ah ouais, mais quand tu es brillant comme ça, parce qu'à certains moments, on vous le dit, même quand vous êtes vraiment très bizarre, il y a une petite envolée et on vous dit si tu étais comme ça tout le temps, bah, ce serait chouette. » Et donc en fait, ça vous terraforme une sorte de carapace et de personnalité qui n'est pas vous, parce que vous cédez aux sirènes de ce qu'on est en train de vous dire que la société valorise et pour lequel elle vous donne des bons points. Et ça, c'est quand même un piège égotique dont il est difficile de sortir dès l'enfance, parce qu'on est tous des êtres humains, on a tous besoin d'être en lien. Et donc quand on nous dit « Ah ouais », où on est un peu émerveillé parce qu'il y a un petit enfant qui est au potentiel, qui est en train de sortir un truc, et que égotiquement, en tant que parent, on est émerveillé d'avoir pondu une certaine merveille du monde. Mais quand on dit ça à l'enfant, c'est en train de renforcer sa structure, de dire oh, quand je montre ça, j'ai cette facette brillante, ben ça je la garde pour l'élaboration de cette personnalité. Et puis la facette qui fait que je suis brillant parce que ce qui m'intéresse c'est les dinosaures et pas les Pokémon, mais je la mets un peu en retrait, comme ça c'est socialement acceptable. Mais du coup, à force de construire des petites mosaïques de cette personnalité-là, il y a quand même un manque profond, et c'est là la source du problème principal que les atypiques et les hauts potentiels vont avoir dans leur vie. C'est pas vos vraies émotions que vous validez, c'est pas vos vraies expériences que vous validez. Vous validez tout à travers le filtre du social. C'est bien, c'est mal, c'est répréhensible, c'est pas répréhensible. Et du coup, c'est complètement déformé. Et que donc, quand les gens vous disent « Ah bah c'est génial ce que tu as fait », bah, vous savez que en fait, c'est pas complètement vous qui l'avez fait, c'est vous, matiné de ce personnage-là. Et en fait, ça creuse une faille narcissique qui est un peu profonde, parce que finalement, même quand vous faites les choses bien, à un moment, vous savez plus si c'est cette personnalité-là qui les a faites, ou si c'est vraiment votre vous à vous. Et parfois même, vous savez plus quel est votre vous à vous. Parce que en fait, c'est là qu'on voit la normalisation de la douance. C'est par exemple un haut potentiel qui va se dire oui, mais moi j'arrive à faire ça comme ça, mais tout le monde peut le faire, ça c'est normal. Ben non, c'est pas normal en fait, parce que vous n'avez pas pris la bonne norme, vous avez pris une norme qui est lissée par rapport à ce que la société attendait de vous, et vous avez comblé l'écart artificiellement en mettant des sacs de sable, en vous disant oui, mais c'est normal, et donc ça tasse tout, parce que
le but de cette personnalité autre et de ce filtre, c'est vraiment de tasser l'écart, c'est vraiment de se faire accepter, de se faire intégrer, de se faire incorporer. Donc tout ce qui va déborder de la ligne plane, vous allez le limer consciemment ou inconsciemment. Et ça provoque beaucoup de conséquences dans la vie de tous les jours chez des adultes qui ont reproduit ce schéma pendant des années et des années sans se rendre compte que c'était ce schéma qui reproduisait et qui se retrouvent avec des problématiques dont ils n'ont pas compris la source parce que c'était comme un empilement de feuillets les uns derrière les autres et que ça s'est empilé sans qu'on s'en rende compte. Et les conséquences principales, elles sont de deux ordres. Les conséquences personnelles, c'est que vous allez grandir et évoluer et mûrir avec un sentiment d'inauthenticité qui est hyper profond. Comme si vous n'étiez pas vous-même, que vous étiez vide, que vous étiez encore complètement... Vous êtes en décalage avec les autres, mais vous êtes aussi en décalage avec vous-même. Et ça fait double résonance de ce décalage-là, justement. Parce que, intérieurement parlant, vous savez que vous n'êtes pas vous-même, mais vous n'arrivez peut-être pas à aller jusqu'à cette prise de conscience. Vous savez juste qu'il y a un truc qui ne joue pas. Et du coup, vous n'arrivez plus à savoir qui vous êtes vraiment. Il y a vraiment des difficultés dans l'auto-identification. Quand il y a des travaux de développement personnel qui commencent, quand il y a vraiment, on ne se sent pas bien, on essaie de chercher les causes, et il arrive un moment où on ne sait plus. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce dont on a envie, on ne sait plus rien. Et il y a aussi, c'est le troisième point, une difficulté aussi quand on traverse cette crise d'identification autour du soi, c'est à se détacher des attentes familiales autour de cette personnalité, puisque c'est le terreau même du faux self de prime abord. C'est que c'est parce que vous êtes né tel que vous êtes dans cette famille-là précisément, et il y a eu plein d'occurrences, d'anecdotes et d'événements qui ont mené à ce que vous créiez une personnalité particulière. Ben forcément, quand va venir le moment où finalement vous vous sentez pas bien dans la vie et que vous essayez de chercher les causes racines parce que vous essayez, ben vous avez quand même du mal à vous détacher du terreau primaire, puisque c'est celui-là qui l'a même forgé. Et que donc, on vous a répété depuis aussi longtemps que vous vous souvenez, ah ben non, mais toi, de toute façon, t'es brutale et t'es brute de décoffrage, ma pauvre fille, donc franchement, c'est insupportable. Ou t'es hyper susceptible. Et là, vous vous demandez, est-ce que c'est votre faux self qui est hyper susceptible ou est-ce que c'est votre moi profond? Et comment je fais pour faire la différence? Donc, c'est déjà hyper troublant de se retrouver vis-à-vis de ces problématiques au niveau personnel. Mais au niveau professionnel, elles sont tout aussi criantes. Parce que, en gros, si vous avez construit un masque parfait d'un vous qui n'est pas vous, ben, vous n'avez rien accompli, vous. Parce que, en fait, tout ce que vous pouvez attribuer à quelque chose qui vous ferait du bien, c'est cet autre être qui les a réalisés à votre place. Et finalement, vous doutez de vos véritables compétences. Vous ne savez même pas quelles sont ces véritables compétences dans certains cas. Et c'est pour ça qu'on se retrouve tout le temps, même si ça a été galvaudé, mais ça a été galvaudé, le syndrome de l'imposteur. Tout le monde en crie partout, sur tous les toits, sur les réseaux sociaux. Mais il y a un fondement vraiment véritable. Ceux qui ont vraiment expérimenté le syndrome de l'imposteur sont ceux qui ont souvent des compétences hyper développées, mais une estime d'eux-mêmes qui est complètement ravagée et qui les fait douter de tout, et donc se surformer sur tout et ne jamais considérer qu'ils sont prêts à faire quelque chose parce que justement, il y a ce fondement vraiment narcissique de leur personnalité qui dit qu'ils ne seront jamais assez. Mais parce que aussi, la personnalité qu'ils mettent en avant, c'est pas complètement eux. Donc, il peut pas ne pas douter de ses capacités réelles et de la peur d'être démasqué comme un imposteur. Parce que finalement, quand on a eu le galvaudage de ce syndrome de l'imposteur, le tréfond du truc, c'est d'être démasqué pour ce que l'on n'est pas. Et on voit bien que c'est quand même ultra ironique, parce que justement, un haut potentiel ou un atypique qui a construit un faux self de fou furieux, il est quelqu'un qu'il n'est pas. Et donc cette peur, elle est bien plus profonde. C'est pas juste le syndrome de l'imposteur parce que je me suis pas assez formée sur Notion. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est je sais et les autres savent aussi que je ne suis pas celui que je suis. Et donc, j'ai peur d'être démasquée. Et c'est une peur qui se base sur des faits réels. Et quand il y a cette peur qui arrive, il peut y avoir un désir de conformité accru. Parce que plus ça commence à pousser et à vouloir sortir,
parce que vous êtes suradapté, parce que vous n'en pouvez plus, plus il y a un risque de quand même essayer de je vais rester conforme et essayer de quand même garder, comme dans le Tex Avery où il y a le personnage qui se démultiplie les bras et les jambes pour essayer de boucher les trous partout où il arrive. C'est qu'à un moment, vous allez essayer d'augmenter cette conformité perçue pour pouvoir répondre. Vous êtes un talent dans votre entreprise, vous êtes un cadre, vous êtes un consultant, vous avez fait une bonne carrière, mais le syndrome de l'imposteur est là, vous ne savez pas quelles sont vos réelles compétences, eh ben vous allez encore plus aller dans le schéma de oui, allez, je fais ce qu'on me demande, etc., pour essayer de garder ça en l'état, suspendu, pour que ça ne pète pas. Mais là, il y a une pression de fou, parce que la pression pour réussir, justement, c'est que la pression interne que vous vous mettez, elle n'est pas par rapport à ce personnage-là. Elle est par rapport au sentiment diffus que vous avez de vos capacités internes. Au très fond de vous, vous savez de temps en temps, ça vous arrive un petit peu à la conscience que vous êtes quelque chose à l'intérieur que vous ne laissez pas filtrer, mais vous n'avez pas assez de temps pour voir ce que sont ces réelles compétences et du coup, vous avez vachement de mal à les évaluer. Donc vous vous demandez toujours qu'est-ce que vous pourriez faire de plus ou de mieux parce que vous n'êtes pas allé soulever le rideau pour voir jusqu'à quel point ces compétences, elles sont là et qu'elles forment l'être que vous êtes, le vrai être que vous êtes. Donc c'est quand même un peu la merde. Alors ça, c'était les conséquences, mais il y a des avantages à ce faux self parce que le problème, c'est que il y a aussi des inconvénients. Alors je crois que je vais commencer par les inconvénients quand même, mais il faut se dire que quand on défait des mécaniques comme ça, il faut toujours revenir à la cause première de ce pourquoi ces mécaniques elles ont été faites. Il y a des avantages au faux self, sinon ils ne se seraient pas mis en avant comme ça. On va les voir, je vais effectivement les dérouler. Mais c'est une protection émotionnelle parce que vous êtes tellement blessé à un moment que ça évite la vulnérabilité face aux critiques. Et ça vous apprend l'adaptabilité parce que vous avez la capacité de naviguer dans les réseaux que vous voulez puisque vous êtes tellement adapté partout dans votre vie que vous avez des stratégies de fou. Reconnaissez au moins ce truc-là, c'est que en fait, si à l'âge que vous avez, et je ne sais pas quel âge vous avez quand vous regardez cette vidéo, mais si c'est 25, 35, 45, 55, vous avez réussi à survivre jusque-là, vous avez une capacité d'adaptation, mais qui est absolument démesurée. Et ça en fait une vraie compétence. Si vous la faites en conscience, si vous vous adaptez en conscience, vous avez la compétence de nager et de décider avec qui vous nagez, avec les requins du bassin A, avec les carpes du bassin B, ou avec les espadons du bassin C, ou avec tous en même temps, ou tout seul dans l'océan. Mais c'est vous qui allez choisir. Mais c'est surtout que je voulais les faire en dernier, ces avantages, parce que en fait, ça ne restera des avantages que si c'est choisi et que c'est en conscience. Le faux self, il a émergé parce que vous étiez trop tendre sous la dent et que vous étiez hyper vulnérable, que chaque justement effleurement, c'était un tremblement chez vous et que vous avez été un peu mâché par la vie. Donc il y a eu cette carapace qui s'est mise en place. Et cette carapace, elle avait vocation à vous protéger, à protéger votre ego, à protéger justement les structures et les fondements du vrai qui vous êtes. Mais sauf que ça ne peut pas se faire si c'est pas fait en conscience et que ça vous avez oublié. Et c'est pour ça que c'est les inconvénients sur lesquels je veux venir en priorité. C'est que, en fait, à un moment, vous pouvez avoir la tentation de tellement coller avec votre faux self que vous ne vous rendez même plus compte que vous en avez un. Et que finalement, vous vous oubliez, c'est comme un abîme dans lequel vous tombez parce que vous vous identifiez à une personne qui est différente de vous, de votre moi profond, et qui pourtant a été composée en plus, elle a été composée en patchwork. C'est à la fois un petit peu la saveur de qui vous êtes, mais édulcorée ou augmentée ou baissée en fonction des desiderata des autres, et que vous êtes complètement morcelé quand vous faites ça, mais en plus, vous ne savez plus refaire le chemin à l'envers de c'est quoi le truc interne en moi qui a créé cette parcelle-là et qui l'a modelée à une image qui est à peu près acceptable. Et du coup, forcément, qu'il y a un risque accru si vous collez trop à ce faux self et que vous avez oublié que vous le portez, de dépression ou d'anxiété, puisque vous êtes devenu étranger à vous-même, vous ne savez plus qui vous êtes,
Et donc, c'est un risque majeur de dépression parce que quand on se balade dans la vie sans savoir qui on est, bah, il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour se douter que ça va nous mener sur des chemins qui sont très noueux et sans doute à certains crashs. Et que c'est cette collusion et cette fusion avec cette personnalité qui est somme toute, elle n'est pas que factice, elle est adaptée. Mais elle est adaptée au degré de compréhension que vous avez eu des choses quand vous l'avez formée. Et donc, finalement, c'est comme de la dilution homéopathique. Tiens, c'est une bonne métaphore. C'est que, mais sauf que ça, là, pour le coup, ça ne marche vraiment pas. Parce que finalement, vous avez dilué l'essence de ce que vous étiez en rajoutant un composé qui fait que cette version-là est plus adaptée. Mais sauf que c'était avec les connaissances que vous aviez à l'époque. Et c'est sur l'autre itération de la dilution que vous avez encore rajouté un autre composé pour vous diluer, pour vous diluer, pour vous diluer, pour vous diluer. Sauf que là, la molécule de base, on la retrouve plus parce que c'est au fur et à mesure des dilutions en rajoutant depuis la première dilution que vous vous êtes complètement éparpillé. Et ça donne de la dépression existentielle. Et ce type de dépression-là, malheureusement, il ne peut pas être traité comme une simple dépression. La dépression existentielle chez l'atypique ou chez le haut potentiel ou le surdoué, elle a vraiment cette profondeur qui la rend plus problématique encore et qui nécessite d'être adressée par des gens qui connaissent le haut potentiel et qui connaissent les modes de fonctionnement là. Et les inconvénients, on va en voir d'autres puisque vous êtes dans cette phase de dépression, mais avant cette phase de dépression, il peut y avoir la tentation du repli identitaire, mais c'est là toute la cruauté de la chose, c'est que vous vous repliez parce que vous n'arrivez plus à vous adapter dans un monde vraiment qui ne vous comprend pas et que vous ne comprenez pas et que même cette personnalité de marionnette ne vous convient plus. Donc vous vous mettez dans un isolement social, mais cet isolement social, il est provoqué par la difficulté de nouer des relations authentiques, mais des relations authentiques à la base de quelle personnalité ? C'est que c'est pas avec votre faux self que vous allez nouer des relations authentiques. C'est à la base de votre vrai soi que vous pourrez le faire. Et tant que vous n'avez pas trouvé ce vrai soi, ou que vous l'avez pas, comme ils font les archéologues pour épousseter les os et extraire les fossiles, ben vous devez faire ce travail de épousseter tout ça pour faire surgir la notion et la regarder sous tous les contours. Et c'est en partant de cette source, de cette matrice-là première, que vous pourrez faire vos dilutions pour nouer des relations authentiques. C'est pas en partant de celui qui a dévié et qui est finalement le fonctionnement A' de votre personnalité qui pourra nouer des relations authentiques. Et en fonction de l'âge à laquelle on traverse ce genre de crise, quand justement les atypiques arrivent à un certain âge, en général, leurs conjoints, leurs amis, tout leur entourage social a été choisi depuis le faux self. Donc forcément, quand on arrive à la date de péremption du faux self, parce que à force d'être né et de s'être fait bombarder d'injonctions et donc de s'être modelé pour convenir à ces injonctions-là, bah, il s'est cristallisé. Mais du coup, lui, il évolue presque plus en fait. C'est comme une carapace. À la base, c'était une carapace et c'est resté une carapace, mais sauf que là, elle est cristallisée. Et que vous, à l'intérieur, vous suffoquez et vous en pouvez plus. Et donc, il va y avoir un souci puisque les relations authentiques que vous aviez nouées à la base de ce faux self-là, ben, quand vous arrivez à ce carrefour, ben, elles ne vous conviennent plus puisqu'elles n'étaient pas nouées à la base de ce qui vous mouvez réellement de prime abord, de votre vrai moi. Et donc, c'est ce que je disais sur la date de péremption, c'est le dernier item de ce faux self. Plus on vieillit et on avance en âge, plus la carapace, elle durcit, elle se cristallise et elle se resserre. Et ça, c'est une croyance personnelle. Je pense que n'importe quel être vivant est en état de croissance permanente, ou en tout cas d'évolution. Vous regardez la nature, ça pousse, ça suit un cycle, mais c'est quand même en état d'expansion. L'univers est en train de s'étendre aussi, est en expansion infinie, et je pense que l'être humain est en expansion infinie aussi à l'intérieur de lui, une expansion vraiment introspective. Il essaie toujours de remettre sur le métier, de chercher à s'étendre, à s'expanser. Et sauf qu'avec votre faux self qui est complètement cristallisé, ce qui, à un moment ou à un autre, et ça, c'est important de le comprendre, à un moment ou à un autre, ce faux self, il vous a sauvé la vie.
Sans lui, vous ne seriez pas là pour en parler parce que vous n'étiez pas assez résistant à l'époque pour encaisser et absorber les chocs qu'on vous a fait vivre de par le fait d'être différent. Donc ce faux self, il vous a sauvé la vie. Mais maintenant, ce qui vous a sauvé la vie il y a X décennies est en train de vous étouffer. Parce que vous essayez quand même à l'intérieur de ça de continuer à vous expanser parce que vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas. Et lui, il vous empêche de le faire puisque le but même, c'était une carapace. Donc tant que vous serez dans ce double mouvement de je sens ce mouvement d'expansion parce que vous êtes arrivé aussi au bout de vos ressources d'adaptation, parce que vous n'en pouvez plus, etc., etc., eh ben, le faux self, il durcit encore plus et qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, ça va faire crack. Mais ce qui va faire crack, c'est le faux self. C'est le faux self qui va devoir finalement passer par un état de destruction ou en tout cas de le regarder bien en face pour voir que, ah ouais, ça c'est ce que j'ai essayé de donner au monde. Et après, il y a un deuxième temps où on se dit, mais c'est quoi ce que je suis moi dans le monde? Et une fois qu'on a fait le tour de c'est quoi ce que je suis moi dans le monde, c'est quoi ce que je peux apporter au monde maintenant que je sais qui je suis. Donc c'est tout un cheminement et il y a des étapes à respecter, mais en tout cas, quand on voit se dessiner les problématiques principales que peuvent avoir les atypiques au fur et à mesure de leur progression et de leur évolution, on se rend bien compte qu'il y a quand même pas mal de ces problématiques qui trouvent leur source dans le faux self, et c'est pour ça que je voulais vous faire cet épisode aujourd'hui. Donc on a fait le tour. Essayez de regarder dans votre vie quotidienne dans quel état est votre faux self, si vous pensez qu'il est trop collé sur le visage, que vous le voyez même plus, ou si vous le sentez comme quand on a du fond de teint et qu'on sent que ça respire plus. Parfois, certains, ils mettent du fond de teint et ils sentent que ça respire plus sous la peau. Ben, c'est vraiment l'effet que peut avoir votre faux self sur vous. Donc si parfois vous sentez que il y a un truc sur vous qui vous fait pas respirer et que vous savez pas ce que c'est, ben peut-être aller chercher du côté de l'explication du faux self. Ça pourra peut-être vous éclairer. Et d'ici là, vous prenez soin de vous, vous arrêtez de vous maltraiter ou de maltraiter l'ensemble de vos personnalités. Et puis je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt.